Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est littéralement dans notre assiette tous les jours, l'agriculture. C'est grâce à elle qu'on se nourrit, c'est une évidence. Mais cette activité, qui est absolument vitale, fait face à des défis écologiques immenses. On va décortiquer ça ensemble. La question de départ, elle est simple à formuler, mais super complexe à résoudre. Comment on va faire pour nourrir près de 10 milliards d'humains demain sans complètement vider notre planète de ses ressources? C'est le grand défi qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour bien commencer, jetez un œil à ce chiffre. Plus de 60%, c'est la part de l'énergie alimentaire de toute l'humanité qui dépend de 4 plantes. Seulement 4. Le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. C'est assez fou quand on y pense, non? Imaginez une seconde qu'une maladie s'attaque à l'une d'elles. Ça nous montre à quel point notre système est fragile. Allez, première partie, on va faire une sorte de diagnostic. On va regarder, sans tricher, les impacts de notre agriculture actuelle sur la biodiversité. C'est une étape indispensable pour comprendre pourquoi il est urgent de trouver d'autres manières de faire. L'agriculture moderne, qu'on appelle souvent intensive, a permis des progrès incroyables pour nourrir tout le monde, ça, il faut le reconnaître. Mais ce modèle a un revers de la médaille, un coût pour l'environnement. Il peut menacer directement la biodiversité en changeant nos paysages de façon radicale. Ce graphique, il est spectaculaire. Il nous montre l'effondrement de la population d'un oiseau qu'on voyait partout dans nos campagnes, la perdrix grise. Regardez la chute vertigineuse depuis les années 60. C'est impressionnant. Alors, petite question, d'après vous, qu'est-ce qui a bien pu causer ça? Eh bien, la réponse, la voici. C'est un parfait exemple de problème dans la chaîne alimentaire. Les oisillons, les bébés perdrix, se nourrissent quasi exclusivement d'insectes. Le souci, c'est que l'utilisation massive d'insecticides dans les champs a fait disparaître une grande partie de ces insectes. Le résultat est simple et tragique, plus assez à manger pour les petits, donc moins de jeunes qui arrivent à l'âge adulte, et la population s'effondre. C'est une relation de cause à effet super claire en écologie. Cette citation résume parfaitement ce qu'on vient de voir. Il y a l'impact direct. Le produit chimique tue les insectes pollinisateurs, comme les abeilles par exemple. Et puis il y a l'impact indirect, comme pour notre perdrix qui ne trouve plus de nourriture. Dans un écosystème, vous voyez, tout est connecté. Bon, on a bien posé le problème. C'est un constat un peu rude, je vous l'accorde. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante, les solutions. Et si, au lieu de vouloir tout contrôler, la meilleure des idées, c'était tout simplement d'observer la nature et de s'en inspirer? Réfléchissez-y 2 minutes. Une forêt, par exemple, elle n'a pas besoin qu'on lui mette des engrais ou des pesticides pour être en pleine forme. Tout y recyclé, chaque espèce a son rôle. C'est un système hyper performant et durable. L'idée, c'est de copier cette intelligence de la nature pour nos cultures. Ça porte un nom d'ailleurs, le biomimétisme. Un premier exemple très concret de cette approche, c'est l'agroforesterie. Le mot a l'air un peu compliqué comme ça, mais l'idée est toute simple. Au lieu d'avoir des champs immenses et nus, on va réintégrer des arbres au milieu des cultures. C'est une pratique ancestrale qu'on est en train de redécouvrir. Et les bénéfices, regardez, ils sont nombreux. Les arbres, ce sont de vrais super-héros pour les cultures. Ils stockent du carbone, ils créent un microclimat plus humide, ils servent d'abri à plein d'animaux utiles, leurs racines retiennent la terre, ce qui lutte contre l'érosion, et certaines espèces peuvent même enrichir le sol en azote, qui est un engrais naturel. C'est gagnant-gagnant. Deuxième super idée qu'on a piquée à la nature, la lutte biologique. Là encore, le principe est simple comme bonjour. Dans la nature, pour chaque espèce ravageur, il y a un prédateur naturel. Donc, au lieu de pulvériser un produit chimique qui va tout tuer, on va simplement introduire le prédateur spécifique de l'insecte qui nous embête. En gros, on engage des mercenaires naturels. Prenons un exemple, vous allez voir, c'est fascinant. Ici, on a une cochenille, qui est un parasite du manioc. Et là, son ennemi juré, une toute petite guêpe. Regardez le cycle. Étape 1, la guêpe repère une cochenille et pond un œuf à l'intérieur. Étape 2, la larve de la guêpe grandit en dévorant la cochenille de l'intérieur. Oui, c'est un peu gore. Étape 3, une fois son développement terminé, une nouvelle guêpe sort, prête à aller parasiter une autre cochenille. C'est d'une efficacité redoutable et c'est 100% naturel. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai sur le terrain? Allez, troisième partie, on va regarder quelques exemples concrets de solutions qui sont déjà en place et qui fonctionnent. Premier exemple, direction le Japon. Dans certaines rizières, les agriculteurs lâchent des canards. Et ces canards, ce sont des employés de rêve. Ils se baladent et ils font tout le boulot. Ils mangent les mauvaises herbes, ils gobent les insectes nuisibles et en plus, leurs déjections servent d'engrais naturel pour le riz. C'est un mini-écosystème parfait où tout le monde est gagnant. Et si on met des chiffres là-dessus, c'est encore plus parlant. Comparons un peu. À droite, une rizière classique. Elle dépend beaucoup des produits chimiques. À gauche, une rizière où l'on a ajouté des carpes.
les poissons font une partie du travail. Le résultat? On baisse l'utilisation des pesticides de 68% et celle des engrais de 24%. Et tout ça pour la même production de riz à la fin? La preuve que ça marche? Mais attention, et ça c'est très important en science, il faut se méfier des solutions miracles. Regardez ce tableau qui compare deux façons de désherber la vigne. La méthode chimique, à première vue, a un meilleur bilan carbone. Elle émet moins de CO2 et elle coûte moins cher. Par contre, elle utilise des produits qui peuvent polluer les sols. La méthode mécanique, elle, ne pollue pas le sol, mais elle consomme du carburant, donc son bilan carbone est moins bon et elle coûte plus cher. Ça nous montre qu'il faut souvent faire des choix, des compromis. Il n'y a pas de réponse simple et parfaite. Alors, on arrive au bout. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Faisons une petite synthèse des points clés pour une agriculture plus durable. Voilà un bon résumé. En fait, la solution n'est pas unique. C'est plutôt une combinaison de plein de bonnes idées. S'inspirer de la nature, varier ce qu'on cultive, utiliser des prédateurs naturels, remettre des arbres dans les champs. Et un dernier point super important, préserver la diversité génétique. Avoir plein de variétés différentes de blé, de pommes de terre, etc., c'est notre meilleure assurance vie pour l'avenir face au changement climatique. Finalement, tout notre sujet peut se résumer à ce défi immense, trouver le bon équilibre. L'équilibre entre notre besoin de nous nourrir, et on est de plus en plus nombreux, et la nécessité de ne pas détruire les écosystèmes qui nous permettent de vivre. C'est cet équilibre qu'il faut construire. Je vais vous laisser avec cette dernière question pour réfléchir. Pour imaginer l'agriculture de demain, est-ce qu'il faut faire un retour en arrière vers des pratiques anciennes ou au contraire miser à fond sur les nouvelles technologies? En fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la réponse est sûrement un peu des deux. Utiliser la science la plus pointue pour mieux comprendre et imiter l'intelligence de la nature. C'est peut-être ça le futur. Merci beaucoup pour votre attention.